Salut tout le monde, aujourd'hui nouvel exercice sur la réduction des endomorphismes avec un exo qui est tombé à CCP en MP. Donc on se propose d'étudier une matrice qui est exprimée en fonction d'un paramètre A réel, donc la matrice MA. Donc il faut déterminer le rang de A, donner une valeur propre évidente et sa multiplicité, exprimer donc la somme des lambda k et la somme des lambda k carré en fonction de M. Et enfin, troisième question, la question conclusive, il faut donner une condition nécessaire et suffisante sur A pour que MA soit diagonalisable dans Mn de R. Donc voilà pour l'énoncé, n'hésite pas à lâcher un petit like si tu penses que la vidéo peut être utile, mets sur pause, cherche par toi-même et je vais donner des indications pour te débloquer et enfin je vais passer à la correction. Première question, première indication, il faut se demander combien il y a de colonnes non nulles et linéairement indépendantes. Deuxième indication, il faut séparer le cas où A est nul. Troisième indication, il faut en déduire la dimension du noyau de MA. Quatrième indication, le noyau est l'espace propre associé à la valeur propre 0. Deuxième question, justifier que toute matrice complexe est trigonalisable. Deuxième indication, raisonner dans le cas où la matrice est triangulaire. Calculer MA carré dans la base où la matrice est triangulaire. Troisième question, première indication, s'appuyer sur la question 1 en séparant le cas où A est nul. Deuxième indication, dans l'autre cas, il faut nommer alpha et bêta, les deux dernières valeurs propres de MA, et utiliser la question 2. Enfin, résoudre le système d'équations et faire une disjonction de cas selon les valeurs que prennent alpha et bêta. Allez, donc corrigeons notre première question. On considère MA, donc la matrice que je montre là. Il faut quand même résoudre le cas où A égale 0 parce que ça va faire apparaître donc n-1 colonne nulle. Donc il va rester juste une seule colonne et donc non nulle qui est forcément indépendante de personne en fait. Donc le rang de MA c'est bien 1 dans le cas où A égale 0. Par contre, si A est non nul, et bien cette fois-ci, eh bien on va avoir deux colonnes, deux colonnes différentes, et l'une n'est pas est linéairement indépendante de l'autre, puisqu'il y a des zéros bien placés. Donc le rang de MA dans ce cas vaut 2. Donc c'est pas difficile de répondre à cette question. Il faut juste pas oublier le cas où A est nul. Maintenant, on va en déduire effectivement la dimension du noyau de MA, puisque par théorème du rang, si on a le rang de MA, on peut en déduire la dimension du noyau. Et il faut se rappeler que le noyau, c'est donc le sous-espace de MA associé à la valeur propre 0. Donc il nous suffit bien de faire n moins le rang de MA pour obtenir la dimension du noyau de MA. Et il faut quand même justifier bien que n-2, n-1, c'est quand même plus grand que 1, dans le sens où, comme ça, on a trouvé un espace qui a une dimension supérieure à 1. Donc ça, pourquoi c'est vrai? Eh bien, c'est vrai parce que n est supérieur ou égal à 3. Donc, eh bien, on a bien 0 qui est valeur propre au moins une fois, en fait, de MA. Donc effectivement, on a trouvé que 0 est valeur propre de MA de multiplicité n-1 si A égale à 0 et n-2 si A est non nul, et donc n-1 et n-2 sont au moins égaux à 1. Allez, donc on est parti pour la deuxième question. On prend M, une matrice complexe, et donc on veut raisonner dans une base où M va être triangulaire ou diagonale. Donc on va quand même justifier qu'il existe de telles bases, c'est-à-dire pourquoi M est trigonalisable, et parce que c'est une matrice à coefficient complexe, donc son polynôme caractéristique est à coefficient complexe, et donc par théorème de D'Alembert-Gauss, il est scindé. On l'itère plusieurs fois et on récupère qu'à chaque fois il y a une racine, et donc il est scindé, et donc M est trigonalisable sur C, il faut quand même le préciser. Donc on note lambda 1, etc. Lambda n, c'est valeur propre avec multiplicité, et donc on sait qu'il existe une certaine matrice inversible à coefficient complexe, telle que M égale P, donc une matrice triangulaire où sur la diagonale on a les lambda i fois P-1. Et donc on a que la trace est invariante par changement de base, donc la trace de M, ça va être la somme des valeurs propres. On retrouve ce qu'on connaît déjà. Et pour calculer la somme des lambda k au carré, eh bien on n'a pas 36 000 choix, on sent bien qu'il va y avoir du m carré qui va apparaître. Donc on va calculer m carré et on va voir ce que ça donne. Donc je me suis trompé, il faut lire m carré. Donc m carré c'est quoi? C'est p fois la matrice triangulaire fois p-1 fois la même chose. Donc le p et p-1 ça va disparaître, et donc il va rester le produit donc des matrices triangulaires. Donc on a toujours en haut à droite l'espèce de poubelle, mais c'est surtout ce qui nous intéresse, c'est que les coefficients sur la diagonale ils vont
vont être élevés au carré. Et donc ça c'est exactement ce qu'on voulait parce que du coup la trace de m au carré, eh bien ça va donner la somme du coup des lambda k carré. Donc on a caractérisé la somme des lambda k et la somme des lambda k carré par respectivement la trace de m et la trace de m carré. Allez, donc on est parti pour la troisième question. Donc évidemment on va repartir de la première question et où on a trouvé déjà une valeur propre, donc 0, et donc la multiplicité de 0 dépend de la valeur de A. Donc on va séparer le cas où A égale 0. Si A égale 0, MA, la matrice MA elle est triangulaire inférieure, donc ses valeurs propres sont ses coefficients diagonaux. Donc le spectre de MA c'est 0 et 1. La question 1 elle montre que 0 est valeur propre de multiplicité n-1. Donc vu que les espaces propres sont en somme directe, et bien la dimension de donc E1, l'espace propre associé à la valeur propre 1, et bien ça va être 1, et or c'est exactement le nombre de fois où la valeur propre apparaît dans MA, donc MA est diagonalisable. Donc voilà, si A égale 0, c'est déjà résolu. Maintenant, si A est non nul, et bien comme MA elle est trigonalisable dans Mn de C, et bien MA elle est semblable à cette matrice-là. Et donc on a appelé les lambda i ces valeurs propres, et donc on a montré que 0 est valeur propre de MA de multiplicité n-2, donc il reste deux valeurs propres à trouver qu'on va appeler alpha et bêta. Donc MA elle est semblable à une matrice de cette forme-là, et donc naturellement on va utiliser ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire utiliser la trace de MA et la trace de MA au carré pour caractériser alpha et bêta. Donc il nous faut deux valeurs propres, alpha, bêta, et on peut calculer la trace de MA, la trace de MA carré, donc on va avoir deux équations, deux inconnues, donc ça devrait le faire. Donc si on utilise la question 2, eh bien on a que la trace de MA c'est donc alpha plus bêta, c'est tout simple, il suffit de lire donc alpha plus bêta. Donc dans MA sur la diagonale, si on somme les coefficients, ça fait alpha plus bêta, et donc ça... la trace de MA vaut 1 par ailleurs. Et donc si on fait le calcul donc de MA au carré, eh bien on trouve 1 plus n-1 A, et les coefficients diagonaux sont A, etc. jusqu'à A, donc pour le bloc n-1. Donc voilà. Après, si vous faites le calcul de MA au carré, vous n'avez pas intérêt à calculer les autres coefficients non diagonaux, puisque de toute manière vous voulez la trace, donc faire la somme des coefficients diagonaux, ne perdez pas de temps avec ça. Et donc par ailleurs, eh bien, on a vu que dans la base donc où la matrice est triangulaire, eh bien, on aura la somme des valeurs propres au carré. Donc il nous reste alpha carré plus bêta carré, ça vaut donc cette trace là, ça fait 1 plus n-1 a, plus donc combien est-ce qu'on a de fois a? On a n-1 puisqu'il reste le bloc n-1. Donc alpha au carré plus bêta égale 1 plus 2 n-1 fois a. Donc voilà pour ce qu'il en est, on a deux équations, deux inconnues, et donc on résout le système là. Donc alpha plus bêta égale à 1, on peut remplacer bêta par 1 moins alpha, et donc on le remplace dans la deuxième équation, et on va obtenir vraisemblablement une équation du second degré en alpha qu'on va résoudre. Donc naturellement on ne réfléchit pas trop longtemps, un polynôme en alpha, et bien on va poser delta égale b carré moins 4ac, donc en l'occurrence moins 1 au carré plus donc 4l moins 1a, et donc on va discriminer selon le signe de delta. Donc si delta est strictement positif, alors alpha c'est soit donc c'est 1 plus racine de delta sur 2, ou alpha égale 1 moins racine de delta sur 2. Et donc bêta par l'autre équation c'est 1 moins alpha, et on trouve bien que ça vaut 1 moins ou plus racine de delta sur 2. Donc s'il y a un plus ici, il y a un moins sur le bêta, et s'il y a un moins ici, eh bien il y aura un plus sur le bêta, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de considérer le cas où alpha égale, est égal à 1 plus racine de delta sur 2, ou alpha égale 1 moins racine de delta sur 2, puisque alpha et bêta jouent chacun le rôle l'un de l'autre. Donc pas de problème, on peut résoudre ça comme ça. Donc alpha et bêta ont des valeurs qui sont distinctes, ce sont des réels, et les espaces propres associés, alpha et bêta, sont de dimension 1, puisque effectivement on a deux valeurs propres distinctes, et la somme des dimensions des espaces propres de valeur n, on en a un qui vaut n-2, et vu que les espaces sont de dimension au moins 1, et bien on n'a pas d'autre choix, les espaces sont bien de dimension 1, et donc MA est diagonalisable, puisque chaque valeur propre a l'espace associé
associé à chaque valeur propre et de dimension égale à celle de sa multiplicité en tant que valeur propre. Maintenant, si delta égale 0, eh bien, on trouve que alpha égale bêta égale 1,5, et donc on va calculer la dimension de l'espace propre associée à la valeur propre 1,5, c'est-à-dire on va chercher la dimension du noyau de MA-1,5 de IN. Donc allons-y, et si c'est diagonal, si MA est diagonalisable dans ce cas-là, eh bien ce noyau devrait être de dimension 2. Donc allons-y. MA-1,5 de IN, donc il suffit de mettre -1,5 sur la diagonale, et bien on trouve ça. Et on voit en fait qu'en particulier ici, on a des zéros qui sont placés de telle sorte que on a au moins n-1 colonnes linéairement indépendantes. Donc on en déduit que le rang de MA-1,5 de IN est supérieur ou égal à n-1. Par théorème du rang, on en déduit que la dimension du noyau est inférieure ou égale à 1. Comme on a dit, si MA était diagonalisable, la dimension de son noyau, du noyau de MA-1,5 de IN, ça serait 2, or c'est inférieur ou égal à 1, donc c'est impossible. Donc ça montre bien que MA n'est pas diagonalisable. Donc voilà, on ne pouvait pas calculer explicitement la dimension du noyau, donc on a majoré le rang pour obtenir une minoration de la dimension du noyau. Et ainsi obtenir l'impossibilité de diagonaliser MA. Maintenant, si delta est négatif, eh bien alpha et bêta sont des complexes qui sont non réels, donc c'est des complexes purs. Et donc MA, elle est pas diagonalisable dans Mn de R, et donc on pourrait effectivement montrer qu'elle est diagonalisable dans Mn de C en utilisant la même démonstration qu'on l'a fait dans le cas delta strictement supérieur à 0. Mais nous on veut montrer que c'est diagonalisable dans Mn de R. Donc on exclut le cas delta négatif. Donc tout ça, ça montre que MA est diagonalisable dans Mn de R si et seulement si delta est strictement positif. Et donc delta, on a une expression en fonction de A, et donc ça va nous donner la condition pour caractériser A. Donc MA est diagonalisable dans Mn de R si et seulement si A est strictement supérieur à -1 sur 4n plus 1. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que tu auras appris des choses, que cette vidéo aura permis que tu révises ton cours sur la réduction. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, et j'espère te retrouver sur une prochaine vidéo pour réviser les euros de prépa. Salut!